L'aménagement en général fait partie de l'aménagement de la langue. Et comme vous le savez, l'aménagement de la langue a deux aspects complémentaires. Il y a l'aspect politique et l'aspect structural ou structurel. L'aspect politique, c'est l'ensemble des décisions à caractère politique, les orientations de l'État par exemple. Il y a le côté législatif, comment on va appliquer les décisions politiques. Il y a le domaine de l'enseignement, qui sont les lois, comment on va enseigner cette langue, sa place dans le système éducatif, dans la promotion sociale, dans les concours, etc. Il y a des lois linguistiques qui portent sur l'usage, l'utilisation de la langue. Vous arrivez par exemple dans un tribunal, quelle est la langue qu'il faut utiliser au Maroc depuis 1965, c'est parmi les premiers domaines arabisés, c'est seul l'arabe est accepté, etc. Et il y a l'aspect technique. L'aspect technique, c'est, quand on prend la langue, il y a l'écriture d'abord, la graphie, qui est l'alphabet, et l'orthographe. Mais quand on parle d'alphabet, bien sûr, il y a le lexique, il y a la grammaire, etc. Je laisse de côté ces éléments-là. Quand on parle de la graphie, il y a aussi les deux aspects. Le choix de la graphie, c'est un choix politique. Ce n'est pas un choix technique. Et je vais en parler. Donc je vais aborder dans cette communication en parlant de l'aménagement de Tifinagh, du contexte politique du choix de la graphie Tifinagh comme graphie officielle pour noter la langue amazigh. C'était en 2003. Normalement c'est le dernier semestre de 2002, mais la décision c'est janvier-février 2003. Janvier c'est fin janvier, c'est le conseil d'administration de l'ERCAM qui a fait sa proposition parce qu'il a un pouvoir consultatif. Et début février, c'est le cabinet royal qui a approuvé la décision, la proposition de l'ERCAM et le Tamazigh qui est devenu, ou le Tifinagh est devenu graphie officielle. Deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Quand on veut aménager une graphie, quelles sont les étapes à suivre? Et là, bon, l'ERCAM n'invente rien, il suffit de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Je vais passer en revue les axes, le choix des graphèmes, l'ordre alphabétique, l'épellation des graphèmes, l'orientation de l'écriture, etc. Alors pour le contexte politique du choix de la graphie Tifinagh, on peut rappeler les étapes de l'évolution de la question amazigh au Maroc. Il y a au moins 4 étapes. La première étape s'étend de 1930, parce que c'est là où le problème amazigh s'est posé au Maroc, où la question amazigh s'est posée comme question politique, avec ce que vous connaissez, ce qu'on appelle le Dahir berbère. Le mouvement national a profité de cette occasion pour diaboliser un peu la question amazigh, et ça a duré jusqu'en 1994. Il n'y a aucune réaction officielle pour dire non, l'amazigh, c'est pas le diable, c'est pas un élément de séparation, c'est un élément qui peut renforcer un peu l'unité nationale. Mais face à cette diabolisation et cette négation, il y a l'émergence et le renforcement d'un mouvement culturel amazigh, comme vous le savez. Et là, bon, ça coïncide malheureusement avec nous, enfin pour nous, ça coïncide avec le Dahir berbère ou l'interprétation d'un certain Dahir berbère. C'est un Dahir portant sur l'organisation de la justice quotidienne. La sécurité de l'État. La sécurité de l'État, l'État était en train de se construire, donc tout élément qui sort un peu de l'idéologie centrale est pervers pour l'État central, donc il essaye de faire avec. Il y a le mouvement panarabiste qui était très fort à l'époque et personne ne pouvait réagir face à ce mouvement-là. Et pourtant, le mouvement culturel amazigh a réussi en utilisant un langage vague, de type culture populaire, la reconnaissance des cultures et des langues populaires, etc. Et d'ailleurs, toutes les associations nées au fondées à cette époque ne portaient pas l'étiquette berbère ou amazigh. C'était des appellations vagues, de type l'AMREC, Association marocaine de recherche et d'échange culturel, la nouvelle association pour les arts et pour jamais berbère. À partir de des années 70, 1994, c'est là où on assiste à un changement d'attitude et un changement de politique. La deuxième étape, c'est la reconnaissance symbolique. C'est 94. Pourquoi 94? C'est là où Hassan II, à l'époque, le roi du Maroc à l'époque,
avait fait un speech officiel sur l'intérêt des dialectes. Il n'a pas nommé l'amazigh. Il n'a pas nommé le berbère. Il a dit que le débat actuel porte sur l'intérêt des dialectes. Les dialectes font partie de notre patrimoine, il faut s'y intéresser. On peut même les enseigner pendant les 2 premières années. Et on va voir après le résultat de ce type d'orientation. Mais il y avait beaucoup de résistance de la part du mouvement panarabiste et islamiste. Tout ce qu'on a réussi à obtenir pendant cette période, c'est un journal télévisé en amazigh et une charte nationale d'éducation et de formation en 1999. La charte nationale dit ceci à propos de l'amazigh: maîtriser la langue arabe, maîtriser les langues étrangères et s'ouvrir sur l'amazigh. Comment on va s'ouvrir sur l'amazigh? On peut utiliser l'amazigh pendant les 2 premières années pour s'initier à la langue arabe. Tout simplement. La politique de bilingual education qui est connue en Amérique du Nord, les langues des indigènes, des autochtones, on peut les utiliser pour passer à l'anglais. Et le mouvement amazigh a continué son action pendant cette période. La 3e étape, c'est la reconnaissance officielle, royale. C'est le roi actuel, Mohamed VI, en 2001, quand il a décidé de reconnaître officiellement l'amazigh. Et là, ça s'appelle la langue amazigh, al-Lugha al-Amazighiya. Et cette étape, cette décision a duré jusqu'en 2011 avec son flou. Je vais revenir un peu sur ça. Malheureusement, cette reconnaissance officielle n'a pas été accompagnée d'assises juridiques. Sur le plan législatif, on n'a que le discours du roi, tout simplement. Il y a la loi sur la création et l'organisation de l'ERCAM, l'Institut royal de la culture amazigh, qui a commencé en 2002, fin 2002. L'enseignement de l'amazigh qui a commencé en 2003 au Maroc. La création d'une télévision amazigh en 2010, janvier 2010. Alors, les problèmes qui se sont posés au niveau de l'ERCAM, au niveau de l'enseignement et au niveau de la télévision amazigh ont un caractère juridique, tout simplement. Par exemple, l'enseignement. L'enseignement, le roi a décidé de reconnaître l'amazigh, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque a décidé d'intégrer l'enseignement de l'amazigh, mais sans créer de poste budgétaire. Donc on va prendre les enseignants qui sont au niveau du primaire, qui maîtrisent la langue amazigh, qui parlent la langue, qui ont l'amazigh comme langue maternelle, et on va leur faire une petite formation, et ils vont se charger de l'enseignement de l'amazigh. Seulement si vous êtes directeur d'une école, sur le plan de la législation scolaire, si il vous manque un enseignant pour assurer les cours de français ou les cours de l'arabe, juridiquement vous êtes responsable de ça. Mais s'il vous manque un enseignant pour enseigner l'amazigh, ce n'est pas la fin du monde, parce que juridiquement il n'y a pas d'évaluation de cet enseignement. Donc les enseignants qu'on a engagés, ils sont formés pour enseigner sur leur diplôme l'arabe et le français, parce que c'est le bilinguisme qui marche. Donc les directeurs utilisent ces enseignants, même s'ils ont une formation en amazigh, ils assurent le français et l'arabe. Ce qui fait la généralisation de l'amazigh n'a pas eu lieu, ni sur le plan horizontal, ni sur vertical, ni sur le plan horizontal. Sur le plan horizontal, qu'est-ce que le ministère à l'époque a proposé, de l'Éducation nationale a proposé une généralisation progressive. Et ce qui était prévu, c'est qu'entre 2003 et 2010-2011, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées et même l'université auront un cours de l'amazigh. Autrement dit, tous les étudiants et les élèves marocains auront un cours, une formation en amazigh. 2003, 2004, 2005, à partir de 2005, on a commencé à sentir que ça ne va pas. Et maintenant, il y a des écoles qui ont commencé, après ils ont laissé tomber. Donc, l'absence de ce cadre juridique pose un problème, d'où l'orientation du mouvement amazigh vers le côté juridique. Et ce qui a donné la 4e étape, à partir de 2011, c'est la reconnaissance officielle, avec la constitutionnalisation de la langue amazigh comme 2e langue officielle du pays en 2011, mais on attend encore la loi organique pour l'application. Seulement, je vous rappelle l'article 5 de la nouvelle constitution marocaine. Et pour les Algériens, ça va vous rappeler la constitution algérienne. Le défini et l'indéfini.
la langue arabe demeure la langue officielle de l'État. L'amazigh devient une langue officielle de l'État. Si vous êtes juriste et vous allez développer une loi organique, eh bien l'arabe a l'avantage, parce que c'est la langue de l'État. L'amazigh est une langue. Alors une parmi d'autres. Comment faire le... D'où la difficulté d'une loi organique maintenant. Donc le mouvement amazigh, il bouge dans tous les sens. Ils ont peur, le PGD, le parti islamiste au pouvoir, ne peut pas parler de loi organique maintenant parce qu'il ne sait pas comment. S'il prend une décision en appliquant, en respectant le texte de la Constitution, ça va donner la catastrophe pour Tamazigh. Alors nous, ce qu'on propose maintenant, au lieu de parler de loi organique, on a besoin juste d'un article. Dans cette loi, un article qui va dire, dans toutes les lois linguistiques du pays, du Maroc, de l'État marocain, là où l'arabe est mentionné comme langue, nous aurons la clause et l'amazigh. Et on va régler le problème. Mais ça va contre la Constitution. Ça veut dire qu'on reconnaît l'égalité. Or, il n'y a pas d'égalité dans l'article 5. Parce que s'il y a égalité, l'État marocain a deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh. C'est très simple à régler. Sur le plan de la loi constitutionnelle, vous prenez un article et dire toute la législation linguistique marocaine, par exemple les tribunaux, la loi dit seule la langue arabe est acceptée. Soit au niveau oral et au niveau écrit. Et on va dire, là où il y a seule la langue arabe, on va enlever seul, et on va dire l'arabe et l'amazigh sont acceptés. Seul au pluriel, l'arabe et l'amazigh sont acceptés. L'étiquetage. Là où on dit l'étiquetage doit être en arabe, on va dire doit être en arabe et en amazigh. Mais cette solution va contre le contenu de la Constitution. Alors ça, c'est en gros l'évolution de la question au Maroc. Et une remarque, pour ceux qui n'ont pas suivi un peu l'évolution de la vie politique au Maroc, pourquoi 1994, il y a un changement au Maroc? Parce qu'on voit que c'est à partir de 1914 qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, la dynamique du mouvement amazigh, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, parce que 1914, ça coïncide avec la naissance du Congrès mondial amazigh. Et 1994 coïncide. Alors, le Congrès mondial amazigh, politiquement, on peut dire, c'est quoi? Quel est son pouvoir? Mais sa création, politiquement, est significative. C'est sa création qui est significative, pas son pouvoir. Parce qu'on peut dire, ok, l'unité du monde arabe, l'union du monde arabe, est-ce qu'il a un pouvoir politique? Mais symboliquement, il a un pouvoir. Comment ces Amazirs-là, qui sont un peu dispersés, ont réussi à monter un groupe transnational? Ça, c'est le premier point au niveau international. Au niveau national, pour la première fois, il y a la création d'une centaine d'associations Amazigh avec une connotation claire. Association Amazigh, ceci. Association TADA, cela. C'est fini le passé de type association marocaine de recherche et d'échange culturel. C'est la connotation, elle est claire. Troisième élément qui est important, c'est la coordination nationale. Quatrième élément important, et je crois que c'est l'un des éléments les plus importants pour résoudre le problème, c'est la relève du pouvoir au Maroc. Parce que c'est en 94-95 que Hassan II a appris qu'il était gravement malade et il s'est dirigé vers la gauche pour se réconcilier avec la gauche et assurer la relève. Parce que si la gauche reste dans l'opposition, c'est très grave. Et le mouvement amazigh a profité de cette ouverture vers la gauche pour démocratiser la société, etc. Et surtout pour garder les équilibres pour son fils. Et c'est là où le changement est venu. Et depuis, ça n'a pas arrêté jusqu'à la constitutionnalisation de la langue amazigh en 2001. Maintenant, la question de Tifinagh, quand est-ce qu'il s'est posé? Avant de parler de quand est-ce qu'il s'est posé, Tifinagh, quand on dit quelle graphie pour la langue amazigh, les trois alphabets, surtout les deux qui étaient en concurrence majeure, c'est la graphie latine et la graphie arabe. Sur le terrain, c'est tout ce qu'on entendait. La graphie arabe, il y a une tradition depuis le Moyen-Âge. Mais malheureusement,
les mouvements panarabistes et les mouvements islamistes n'ont jamais pris en charge cette tradition. Au contraire, tout ce qui est amazigh a été rejeté. Pas uniquement les anciens documents, type Aouzal et tout ça, mais même les publications des années 60. Mistawi, il sort un petit recueil de poèmes, écrit en caractère arabe sans problème, et pourtant il a été attaqué. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette langue-là? Tedouin l'oral amazigh, à écrire la langue amazigh. Ça sert à quoi? Donc le mouvement panarabiste était contre l'amazigh, peu importe la graphie qu'elle utilise. Mais le latin, on a toute une tradition depuis le 19e siècle. Tifinagh, on a quelques traces, quelques essais, qui généralement, la valeur est symbolique. Au Maroc, par exemple, la revue Amazigh. Il a utilisé, et parfois on voit que c'est écrit à la main, parce qu'il n'y avait pas de machine et tout ça. Mais pour des raisons symboliques, c'est les articles de fond, c'est surtout en français et en arabe. Tifinagh, quand il écrit, c'est pour des raisons symboliques. Mais ce problème s'est posé en 2002-2003. 2002, juillet, on a commencé à l'ERCAM, et la première chose à régler était, on va écrire l'amazigh avec quel... Et on sait que techniquement, les trois graphies peuvent être utilisées. Rien que pour une note d'histoire, pour quelqu'un qui veut être scientifique, il n'y a pas de caractère arabe, caractère latin, caractère tifinagh. Il y a une tradition méditerranéenne, probablement, ou certainement, phénicienne, que toutes les civilisations ont essayé d'adapter. Les Grecs, les Romains, et après les Arabes. Et on a des traces même sur le plan géométrique. Certaines lettres présentent encore des similitudes. Si vous écrivez en arabe L, le est ouvert comme ça, changez d'orientation, ça va vous donner un L en latin. Le K phénicien, c'est un triangle. Les Grecs et les Romains, ils ont ajouté une barre verticale, ça a donné K. Les Arabes, ils ont ajouté une barre horizontale, ça a donné un kaf. Même l'ordre alphabétique. K, L, M, N, kaf, lam, mim, nun. Ce n'est pas un hasard. L'alphabet méditerranéen commence avec A et termine avec Z. On va dire oui, mais le caractère arabe, non. Le caractère arabe, non. Pourquoi? Pour des raisons de ressemblance géométrique. Avant Z, il y a Y. Y, c'est lié. Les Arabes, comme Z ressemble à Ra, R avec un point, avec une diacritée, ils l'ont déplacé à côté de Ra. Ra, Zay. Et le Y est resté à la fin. Donc, pour les scientifiques en général, graphie latine, graphie arabe, graphie... Mais, n'empêche, sur le plan technique, oui. Mais sur le plan symbolique, c'est ce qu'on va voir. Sur le plan symbolique, le débat sur les graphies en Méditerranée a pris une dimension religieuse. Le monde chrétien, c'est la graphie latine. Le monde musulman, c'est la graphie arabe. D'où la problématique de la Turquie. Le jour où il a décidé de changer de la graphie arabe vers la graphie latine, au nom de ce qu'on appelle la laïcité. Une graphie n'est ni religieuse ni laïque. Ça dépend de la valeur qu'on lui donne. Et dans le bassin méditerranéen, il a une valeur religieuse. Alors, tout ce débat va ressortir en 2002. Les imazirs n'étaient majoritairement pour le caractère latin. Les autres, les panarabistes et les islamistes, étaient pour le caractère arabe. Comment résoudre le problème? Et la décision, on sait qu'elle vient du palais. S'il opte pour le caractère latin, ça veut dire qu'il a donné raison au mouvement islamiste, au mouvement amaziriste. S'il opte pour le caractère arabe, il a donné raison aux autres. Parce qu'on sait que le palais voulait le caractère arabe. Comment on le sait? Le premier texte, le premier dahir, pourtant création et organisation de l'ERCAM, il y avait un article la langue amazigh s'écrit en caractère arabe. Shafiq avait demandé d'enlever cet article, sinon ça va créer un problème. Personne n'intégrera l'ERCAM. Et cet article a été enlevé. Et pour la première fois de l'histoire du Maroc, un dahir royal est négocié avec les concernés. Voilà. On sait que le caractère arabe était privilégié au palais. Mais la guerre, après la confrontation sur le terrain,
a donné naissance à quelque chose d'autre. Donc Tifina, qui était à la marge, parce qu'il était symbolique, il était présent. Comme caractère, elle était... Mais généralement, tout le monde est d'accord pour la valeur symbolique et identitaire. Mais sur le plan pratique, on sort des arguments de type... alors, le mouvement Amazir. Écrire la Mazira avec le caractère latin, c'est s'ouvrir à l'universalité. Il n'y a pas d'universalité. La preuve, beaucoup de langues africaines sont écrites en caractère latin, ils sont en train de mourir. La force d'une langue vient de la force de la communauté. Les sociolinguistes le savent. Il ne vient pas de la force du caractère. Une langue minoritaire, l'hébreu, il a choisi aussi pour des raisons religieuses un caractère spécifique, et pourtant c'est une langue vivante, une langue forte. Parce que la communauté est forte, ce n'est pas le caractère. Donc, sociolinguistiquement, peu importe ce qu'on a choisi, ça dépend de la force de... techniquement, n'importe quel caractère, parce que scientifiquement, les caractères viennent de la même origine. Mais l'idéologie a fait qu'on doit choisir, et dans cette confrontation entre les tenants du caractère latin, les tenants du caractère arabe, que Tifina a été proposé comme sortie de secours. Alors, maintenant, les participants au débat, il y a les amaziristes, les islamistes et les panarabistes, les enjeux du débat sur la graphie, c'est surtout, on ne parle pas de la science, on ne parle pas de l'histoire, on parle surtout de l'identité et les attitudes vis-à-vis de la mazérité. Les islamistes disent, vous appartenez ou vous n'appartenez pas au domaine arabo-islamiste. Si vous appartenez à ce domaine, donc le caractère arabe, parce qu'il faut rester musulman. D'où le problème de la laïcité. On a accusé les Imazirs de laïcité. Et quand on dit laïcité chez nous, c'est l'équivalent d'athéisme. L'ilmania, pour un islamiste, ne veut pas dire être neutre. Vous ne reconnaissez pas l'islam. Et dans ce débat-là, comme je l'ai dit, Tifina a servi au palais de sortie de secours avec une valeur symbolique et identitaire. Maintenant, la décision est prise. Quelqu'un qui est chargé d'aménager la langue, est-ce qu'il va dire « Ah non, non, je ne suis pas d'accord ». Ok, la décision est prise, il faut aménager cette langue. Alors maintenant, techniquement, comment on va aménager une graphie comme Tifina? Alors, l'aménagement de la graphie Tifina, comme dans n'importe quelle langue, il faut commencer, avant de parler de graphie, de lettres, d'alphabet, il faut d'abord commencer par définir les sons fonctionnels. On veut noter quoi? Dans ma langue, quels sont les sons que je dois d'abord noter? C'est pas parce qu'il y a un « ve » en latin que je vais l'intégrer. Est-ce que j'ai besoin de « ve » Est-ce que j'ai besoin de « peu » Est-ce que j'ai besoin d'un « a » long, d'un « a » bref, etc. Donc il faut définir les sons fonctionnels. Deuxième élément, une fois les sons fonctionnels choisis, je vais choisir les graphèmes. Alors je parle ici de choix, parce que quand on dit le choix d'une langue, d'une graphie, c'est-à-dire ça présuppose que la graphie existe. On ne va pas jouer le dessinateur et dire « Ah oui, pour B, on va le dessiner de cette manière ». Sinon, ce n'est pas une graphie. Une graphie, elle a une histoire. Donc il faut voir l'histoire. Le B que vous cherchez, il correspond à quoi comme lettre dans cette histoire. Donc on va choisir les graphèmes correspondant au son fonctionnel retenu en respectant. Et là, c'est quelque chose de nouveau dans le domaine des choix des graphies. L'historicité, il faut que ce soit historique de préférence. L'univocité, pour éviter les problèmes qu'il y a dans d'autres langues. Par exemple, le français. Le S, il est appelé S. Mais l'enfant, quand il commence à apprendre, quand il apprend les lettres, c'est A, B, C, D, etc., il arrive à ce, normalement c'est un ce. Mais parfois on lui dit non, non, il faut le prononcer Z, base. Mais pourquoi il y a un Z? Pourquoi on n'écrit pas avec Z? Un T, c'est un T. Attentif. Mais dans attention, il faut le prononcer S. Le C, on peut le prononcer C, mais on peut le prononcer K. Vous voyez un peu il n'y a pas d'univocité. Nous, étant donné qu'on a l'avantage du retard. On a l'avantage du retard, il faut l'optimiser. Donc il faut respecter l'univocité.
quand on a une lettre, il correspond à telle prononciation. Si on veut faciliter l'apprentissage. L'économie et la simplicité, c'est surtout sur le plan psychomoteur. Quand on écrit, par exemple, un F, feu, dans la graphie finale, l'ancienne écriture, c'est deux éléments séparés. Deux éléments séparés. C'est mauvais. C'est mauvais au niveau de l'écrit, parce qu'on lève la main. Et c'est mauvais au niveau de la lecture, parce que c'est deux éléments. Qui ne dit que c'est... Donc il vaut mieux les amalgamer, et vous allez voir que l'ERCAM n'a rien ajouté. On a pris ce qui existe, mais ce qui répond à ces principes. Je vais revenir tout à l'heure à ces éléments-là, élément par élément. Troisième étape, il faut déterminer la géométrie des articulations secondaires. Qu'est-ce qu'on entend par articulation secondaire? Vous avez des voyelles et des consonnes. Mais il y a quelque chose qui vient se superposer à ces voyelles. Il vient s'ajouter. Par exemple, la gémination. La gémination, ce que les Arabes appellent shida ou chidi. Est-ce que la gémination, je vais la mettre sous une forme différente par exemple, je ne sais pas, essa. Essa. Is, c'est IS. Essa, le S géminé, aujourd'hui, est-ce que je vais l'écrire avec un symbole différent ou bien utiliser le même S? Est-ce que j'utilise le même S avec une diacritée? Et je vais en parler tout à l'heure, ou bien dédoubler, etc. Tout à l'heure, je reviendrai sur ça, pourquoi le dédoublement est plus logique. La labiovularisation, l'emphase. Je vais détailler tout à l'heure ces éléments-là. Quatrièmement, l'orientation de l'écriture. Parce qu'il faut arrêter une fois pour toutes, quand on normalise la graphie, il faut arrêter l'orientation. Sinon, on va laisser le choix aux gens. Historiquement, c'est ce qui existe en Tifina. Ils peuvent écrire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, etc. Et le lecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter d'abord pour voir dans quel sens il va ce monsieur pour lire. Non, on arrête l'orientation. Cinquièmement, l'ordre alphabétique. C'est très intéressant, pas pour l'enseignement, parce que l'enseignement, on peut enseigner les lettres même s'ils ne sont pas ordonnées, ce n'est pas un problème, mais la recherche, par exemple, dans un dictionnaire. Si vous n'avez pas l'ordre alphabétique, impossible de trouver le mot. Sinon, il faut parcourir jusqu'à ce que vous trouviez, je ne sais pas, dans 2 mois ou 3 mois, ça dépend du volume. L'épellation des graphèmes. Il faut leur donner un nom dans n'importe quelle graphie, n'importe quelle langue. Le graphème peut se prononcer phonétiquement, A, B, M, T, etc. Comme il peut avoir un nom. M, c'est un nom pour le me en français. Mime, c'est un nom qui correspond à me en arabe. Donc l'amazigh doit avoir un nom pour appeler le graphème. Il y a les signes de ponctuation, les chiffres et les symboles logiques. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que quand on écrit, on n'utilise pas uniquement des lettres. Il y a des signes de ponctuation, le point, virgule, etc. Les chiffres, quels chiffres on va utiliser? Les symboles logiques, quand vous avez moins, égal, plus, etc. Et quels sont les symboles qu'on va utiliser? Et enfin, mettre la graphie finale en rapport avec les outils informatiques. Alors, je vais passer en revue ces éléments-là. Les sons fonctionnels. Alors, en amazigh marocain, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les systèmes phonologiques. Chez les rifins, qu'est-ce qu'il y a comme éléments phoniques ou phonétiques, etc. Tamazigh, le moyen atlas, le centre, et Tachnet. On compare, il y a des éléments stables. Le me, on le trouve partout, sans changement. Le ne, on le trouve partout. Le L, non. Il se prononce le au sud, au centre, au nord, il se prononce le. Awer. Est-ce que Awer est basique? Non. Parce que une fois le R se trouve à côté de quelque chose, il est perdu. Donc c'est un changement phonétique. On va rétablir le le. C'est ce qu'on appelle le rotacisme. Donc, tarifi, quand il s'écrit, il n'y a pas de V. Il y a un le de base. Quand on prend l'aspérantisation, on entend akal, akal, c'est une variation phonétique. Mais les parlers qui ont akal, par exemple, mets-toi debout, lève-toi. Ok.
on entend un que. Si vous demandez à ce locuteur natif de giminer, ce qu'on appelle l'inaccompli, il revient à que, donc c'est le que qui est basique. On va écarter le que, mais on le garde. Tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi. Le rotacisme, c'est le qui devient le. La gigification, là où certaines Amazirs vont dire awal, le Moyen Atlas, surtout, alors ceux qui connaissent un peu le Maroc, c'est Aït Megild, Azrou, jusqu'à Isaïan, Khulifra. On entend awaj, Mejud, Taoula, Taoujan. C'est Taoula. Donc c'est la gigification. On va rétablir le L. Certaines labiovularisations, par exemple, quoi et que, on les trouve un peu partout au Maroc. Mais le re, on le trouve uniquement en Tachmit. Pas ailleurs. Quoi, par exemple, akrab. Ailleurs, c'est akrab. Dès qu'on dépasse Marrakech, c'est akrab. C'est une spécificité de Tachmit. Donc on l'a enlevé. L'effacement de R, quand vous dites tamrat, chez un rifin, tamrat, c'est un mot pas logique. Il veut dire tamrat. Tamrat, c'est un peu comme en anglais. Card, la carte. Card. Pas card. Donc tamrat, tamrat. Mais vous demandez à un rifin, le pluriel de tamrat, il va vous dire timrari. Donc le R revient, donc il est basique. Nous, on va le remettre, etc. Donc, la comparaison des systèmes phoniques, phonologiques d'y parler, a fait que certains processus ont été neutralisés et on a gardé 33 caractères. Alors, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné deux niveaux. Le niveau de ce qu'on appelle les phonèmes basiques, 33, mais il y a un autre niveau où il y a le ch, etc. Ce qu'on a enlevé, on l'a intégré dans ce qu'on appelle le système phonologique étendu. Pourquoi? Parce que dans les didascalies, par exemple, en français, le français a, sur le plan de l'écriture, a effacé les variations phonétiques. On ne les sent pas dans l'écriture, on les sent dans l'oral, au niveau de l'oral. Vous voulez écrire une pièce théâtrale, où quelqu'un prononce à la manière, je ne sais pas, marseillaise. L'écrit ne vous donne pas la possibilité de représenter ces spécificités. Alors, vous allez écrire selon la norme française, unique, et vous allez mettre entre parenthèses, prononcer à. Et à vous d'imaginer cette prononciation. Et nous, pour éviter ça, il y a les caractères spéciaux. C'est-à-dire ce qu'on a enlevé, on ne l'a pas enlevé définitivement, on l'a mis au niveau des caractères spéciaux, on peut l'utiliser pour l'écriture. C'est-à-dire le rifin qui prononce Tamrat, il y a possibilité d'écrire Tamrat. Quelqu'un de Haha au nord même le Haut-Atlas central qui prononce Achel, il y a possibilité d'intégrer le ch. Et là, on n'a pas besoin de dire dans la manière de telle ou la manière de telle. Au niveau de l'écriture, on peut, mais ce n'est pas le clavier. Ce sont les caractères spéciaux, c'est-à-dire ce n'est pas le système de base. C'est le système secondaire. Voilà. Et ça engage l'homologation de Tifinagh après. Alors, maintenant, on a défini 33 caractères de base avec 12 caractères secondaires. On va choisir les graphèmes. Et en respectant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les principes de l'historicité, de l'énivocité, d'économie et de simplicité. On va commencer par... On n'invente rien. On va commencer par chercher. J'ai 33 caractères de base, 12 caractères secondaires, 12 sons, pardon. 33 sons fonctionnels de base et 12 sons secondaires. Je cherche dans la littérature, dans l'histoire de Tifinagh, qu'est-ce que, par exemple, pour mettre B, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve, je relève tous les savoirs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a le libyque occidental. Le libyque occidental, c'est-à-dire le nord du Maroc et la partie est de l'Algérie. Nord. Le libyque oriental, c'est la Tunisie et la partie ouest, la partie est de l'Algérie. Le libyque occidental, c'est la partie ouest de l'Algérie et le Maroc, le nord du Maroc. Et il y a le saharien, le libyque saharien ou le Tifinagh saharien. Ça, c'est ce qui est ancien. Il y a les néo-Tifinagh, l'Académie berbère,
Donc on établit la liste. Le B, comment il est monté en libique? Donc on ne va pas réinventer l'histoire, parce qu'on peut un spécialiste va me dire, et qu'est-ce qui vous dit que le B s'écrivait comme ça? Je n'ai pas à chercher. Mais quand je relève, par exemple, chez Anoto, chez Galland, chez Foucault, que au Prasseux, le B s'écrivait de cette manière-là, je garde ce B. Il s'écrivait autrement dans telle région, je le garde. Parfois, on a jusqu'à une dizaine de symboles. Pour choisir le symbole qui répond à l'historicité, on va dire qu'il est le plus ancien. Par exemple, l'Académie Berbère, on sait que les années 60. Il a fait la première. Salim Chakir, il a établi, c'est les années 90. Fous le Fous, Arabia Ouer Benelux. Ça, c'est nouveau. Je vais voir d'abord les anciens, qu'est-ce qu'ils proposent. Mais parfois, les anciens, ce qu'ils proposent ne va pas, ne colle pas avec les principes que j'ai énoncés. Par exemple, les 2 points. On me dit que c'est un OUE. Mais parfois, on peut l'utiliser comme OU. Mais l'enfant doit savoir, en lisant, est-ce que c'est un OU ou un OUE? Il doit décider. Deuxièmement, les 2 points me posent un problème. Il y a le problème de l'université, il y a même le problème d'économie. Les 2 points, je vais les utiliser pour OU, mais je vais les retrouver au niveau de la ponctuation, le discours direct. Donc ça, c'est à éliminer. Chez les Touaregs, même jusqu'à maintenant, c'est 4 points superposés verticalement. Les 4 points superposés verticalement, esthétiquement, il y a un problème. C'est parce que d'abord, on lève la main. Sur le plan de la psychomotricité, 4 points. L'autre, c'est 3 points alignés horizontalement. Ça, on l'a écarté. Mais on a écarté aussi le 0 avec une barre oblique qui me donne l'ensemble vide. Si je le note comme E, comment je vais noter l'ensemble vide? Le jour où je vais enseigner les mathématiques avec Tamazir. Est-ce que je vais dire c'est un E ou c'est un ensemble vide? Donc, il vaut mieux choisir dès le départ. Donc, en appliquant les principes d'historicité, d'université, d'économie et après avoir établi la liste, on procède par élimination pour garder un seul élément pour assurer l'université. Un graphème, un son. Alors, là, je vais choisir les graphèmes qui répondent au principe énoncé. Le cas de E, par exemple, et s'écrivait de cette manière-là, l'Académie Berbère, ça, on ne peut pas le retenir, au moins pour le Maroc, parce qu'il est revenu. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qui a été homologué au niveau de l'ISO international. Cet ensemble vide a été retenu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on a retenu, c'est le deuxième, avec une barre verticale qui ne dépasse pas le cercle. Au moins, c'est clair, je ne se confonds avec rien. Deuxième élément, le feu, c'est non lié, 2 parties. Parce qu'il ne faut pas oublier que la deuxième partie, c'est un me pour l'enfant. Une partie, c'est me, une deuxième partie ne correspond à rien. Comment on va lui dire, non, non, il y a une partie qui va... Non, non, les 2 parties, quand ils se rencontrent, c'est un feu. Quand il n'y a pas la première partie, c'est un me. C'est très complexe. On a trouvé que la proposition de Fous et Arabiaouer est beaucoup plus pratique, avec un tiret entre les 2 symboles, et ça nous donne un seul bloc, un seul élément. Donc pour l'université et la simplicité, c'est clair. Les signes de ponctuation, le A, on a préféré ce que Arabiaouer et Benelux a proposé. Les cercles, pas les points. Parce que le cercle, on sait que ce n'est pas un point. Les 2 cercles superposés, c'est OU, ce n'est pas 2 points d'explication. Et les 2 points, les 2 cercles séparés par une barre, c'est un E. Alors que si vous mettez point, point et une barre, ça va donner divisé, le symbole de la division. Donc là où il y a confusion, on l'a éliminé. Alors, maintenant, il y a des symboles qui manquent. Soit on ne les a pas trouvés, soit les symboles proposés ne correspondent pas, ne respectent pas les principes. Donc on va compléter la liste. Parmi les éléments, ce qu'on va appliquer, c'est les principes typographiques et géométriques anciens. Vous savez que Tiefinard s'écrivait dans plusieurs sens. S'écrivait de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, etc.
Et en fonction de l'orientation de l'écriture, il y a ce qu'on appelle la rotation des lettres. Et c'est comme ça qu'on peut décoder certains messages antifinars. Par exemple, le M. Généralement, quand il s'écrit de gauche à droite, le M s'ouvre dans le sens de l'écriture. Quand on trouve un M ouvert dans l'autre sens, donc celui qui a écrit, celle qui a écrit, il a écrit de droite à gauche. Quand il s'ouvre en bas, c'est-à-dire qu'il a choisi l'orientation au bas, etc. Donc le principe de l'orientation, on peut l'intégrer. Il nous manquait un l'aïn. L'aïn. Comment on va l'écrire? Il n'y a aucune trace dans le libique ancien et Tifinagh ancien, mais l'Académie berbère a proposé quoi? Et là, c'est l'interculturation, enfin l'interculturation, c'est l'acculturation plutôt, l'acculturation. Ils ont pris l'écriture française. Chez nous, bah, quand les Français sont arrivés, Aïcha, ou Ali, c'est A avec un accent circonflexe, pour avoir l'Aïn. Alors, l'Académie berbère a fait la même chose. Il a pris le point, c'est A, surmonté d'un chapeau. Et ça a donné l'Aïn. Après, on a stylisé le chapeau en demi-cercle. Après, on a mis une barre pour avoir différentes formes de l'Aïn. Pour nous, c'est une forme qui n'est pas du tout esthétique. Et on a appliqué, c'est là où il y a l'innovation. On a pris Rim, et on a joué sur la rotation à 90, ça nous a donné l'Aïn. C'est le seul symbole où il y a un effort d'innovation. Et en plus, ça ne vient pas des chercheurs de l'ERCA. Ça vient de notre prophète Amazir, Jouhani, qui a traduit le Coran. On a fait appel à lui, on lui a dit, comment tu imagines? Il a dit, bon, il y a la rotation. Et ça a donné, voilà. Donc, Jouhani a participé. Donc l'arabe est inclus dedans quand même. On le veut, non? Pardon? Non, vous savez... Voilà, c'est le... Non, on l'a inversé. On l'a inversé. L'arabe, maintenant, l'arabe, le français, quand il représente une menace, il faut se défendre. Mais si je peux capitaliser l'arabe et le français de manière à renforcer la mesure, pourquoi pas? Parce que vous dites, par exemple, l'arabe. Les Kabyles, je sais qu'ils sont francisants, essentiellement. L'Académie berbère. Mais vous savez qu'ils ont utilisé, ils ont été influencés par l'arabe. La gémination. Pour écrire la gémination, vous prenez un mot comme Abgou, Tabbourt. Comment ils écrivent Tabbourt? Surmonté par un chapeau, la même lettre. C'est la stratégie arabe. Parce que l'arabe shidda, c'est pas le dédoublement. C'est le harf surmonté, la lettre surmontée par une diacritée. Donc ils ont appliqué ça. L'acculturation n'est pas toujours négative, à condition de l'utiliser positivement. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a capitalisé le savoir des autres langues, le peu qu'on a réussi à avoir d'autres langues. Là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une menace, parce que je renforce la langue amazigh. Et l'acculturation, il est obligatoire. Obligatoire. Alors, la géométrie des articulations secondaires. Reste maintenant, je veux représenter la labiovularisation. Qu'est-ce que la labiovularisation? Bon, ça existe en kabyle, ça existe un peu partout. C'est un ouë, un arrondissement qu'on trouve au niveau de certaines lettres. Au Maroc, ce qui est général en amazigh, c'est ouë et quoi. Depuis le Moyen-Âge, les religieux amazigh qui ont traduit des textes en amazigh, ils ont utilisé des symboles, c'est l'ouaou, Aouzel par exemple. Ils prennent ke, ils lui ajoutent une diacritée, soit un tiré, soit des points, pour avoir g, et après ils ajoutent l'ouaou, pour avoir gwe. L'alphabet phonétique international ou la notation française depuis le 19e siècle. Ils prennent le g, ils ajoutent soit un oué, soit un cercle, soit une diacritée. Nous, on a dit, bon, on va utiliser les mêmes symboles. Une diacritée qui vient s'ajouter, c'est un oué en exposant, qui accompagne g pour devenir oué et qui accompagne ke pour devenir kwe. Donc là, il n'y a pas de... L'emphase, la pharyngalisation.
le ta, le ra, sa et za. Donc on a retenu 5. Il y a un symbole, une lettre emphatique qui n'est pas retenue ici. C'est le ja, mais il n'existe en tant que paire minimale que dans un mot ja et ja. Mais il fait partie des symboles, des 12 symboles spéciaux. Alors maintenant, comment on est arrivé à ce résultat? À mettre un tiret ici, ajouter un autre tiret là, ajouter un tiret oblique vers le bas pour avoir ra, un tiret oblique vers le haut pour avoir ça, et on a mis une ceinture, un z, pour avoir z. Quand on examine les deux lettres historiques, le d, ça c'est ancien, et le t, on a compris que les anciens amazigh, pour écrire l'emphase, ils ajoutent un tiret. Un tiret. Parce que le symbole de base pour cette région-là était le D, pas le me. Et il était toujours ouvert, pas dans le sens de l'écriture, dans le sens opposé de l'écriture. Donc ils ont ajouté ce tiret pour avoir D à partir de D, qui est là. Et ils ont pris le D, ils ont ajouté un autre tiret ici pour avoir le T. Et depuis longtemps, ils étaient des phonéticiens, des Amaziens qui ont écrit. Parce que le D et le T, ce n'est qu'une gémination de D en amazigh. D arrête pas. Et on a encore des traces partout. Donc pour eux, D et T ne sont pas différents. Donc ils ont pris le D, ils ont ajouté un tiret oblique, un tiret vertical, pour avoir le T. Donc on a pris ces tirets et on les a généralisés. Voilà. Une barre oblique vers le bas pour re, une barre oblique vers le haut pour ça, et une barre horizontale pour le zo. Alors le français n'a pas de problème parce que l'emphase et les phonétiques, quand on dit table par exemple, on n'entend pas tête, on entend pas. Sable, on entend ça. Mais c'est pas phonologique en français. Ça dépend de la voyelle. Chaque fois que vous avez T suivi de A ou suivi de O, par exemple, il a tort. Pas il a tort. Il a tort. La table, le sort, le sable. Donc ça ne dépend pas de la consonne en français, ça dépend de la voyelle. Si vous avez I, non. Tiré. On ne peut pas prononcer le pas. Ciré, on ne peut pas prononcer. Donc le I, le U, sur, par exemple, il ne provoque pas l'emphase. Donc c'est la voyelle qui est à la base de l'emphase, pas la consonne. En arabe, en amazigh, non. En arabe, taba, taba, c'est différent. Alors les arabes, comment ils ont fait? Et là encore, l'acculturation, le savoir, le peu d'arabe qu'on a, le peu de savoir qu'on a sur l'arabe, on va le capitaliser. Les arabes, tout ce qui est emphatique, c'est un cercle, un grand cercle. En fait, une forme ovale. Si c'est resté à la base, telle qu'elle est, c'est sad. Et à partir de sad, on fabrique le reste. On ajoute un point, c'est da. On ajoute un tiret, c'est ta. Un tiret, un point, c'est ra. Donc, l'emphase est stable en arabe. Donc, nous aussi, il faut qu'on crée quelque chose qui est stable. C'est ce tiret-là pour pouvoir. Et là, la capitalisation des autres cultures. Voilà. La gémination. La gémination, quand on prend les langues européennes, où la gémination est attestée. Parce que le français, il a perdu la fonction de la gémination. D'accord? Sauf, on dit, ok, il faut prononcer le R de l'infinitif géminé quand vous avez par exemple durée. Durée. Si vous dites par exemple belle, personne ne peut prononcer belle ou année. Même si c'est du doublé au niveau de l'écriture, la langue française n'a plus de gémination. La gémination existe dans les langues latines du Sud. Mais le français a gardé la gémination dans un seul cas. Donc il y a un E qui s'efface. Par exemple, durer au futur. Il durera. Vous enlevez le E, il durera. Il faut prononcer le R, parce qu'il s'agit de deux R à la base. C'est le seul cas où il y a la gémination. La langue italienne, la gémination, c'est le dédoublement, deux lettres.
l'arabe maintenant, l'arabe a deux symboles, deux façons de représenter la gémination. L'écriture normale, il faut donner la lettre surmontée d'une diacritée, shidda. D'accord? Maintenant, vous cherchez medda. Medda. Dans un dictionnaire, on ne va pas vous donner medda, on va donner medda. Parce qu'on veut rétablir l'origine trilitère. Donc, ce qui est basique dans la gémination, c'est la représentation double. Ce n'est pas la diacritée. Et pourtant, l'Académie Berbère a utilisé cette stratégie arabe pour noter la gémination. Nous, on s'est dit, si jamais l'enfant oublie le symbole, vaut mieux lui donner la méthode la plus simple, le dédoublement. Et ça nous a donné quelque chose comme ça. B, avec deux B, ça donne une géminée. G, 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 G. D'accord? Igua, par exemple. Arra, Arra, etc. Donc, c'est le dédoublement de la même consonne qui nous donne une gémination et pas la diacritée. L'orientation de l'écriture. En cherchant dans l'histoire de Tefila, il n'y a aucune orientation stable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'institution qui va arrêter l'orientation. Il y a plusieurs orientations qui vont dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite. Nous, qu'est-ce qu'on va prendre? Ce qui est sûr, ce qu'il ne faut pas prendre, c'est ce qui est vertical. Pourquoi? Pour des raisons logistiques. Tous les cahiers au Maroc qui servent à l'écriture de l'arabe, des français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'hébreu, de l'italien, toutes les langues enseignées au Maroc, c'est toujours horizontal. On n'a pas intérêt à dire, nous les Imazirs, il nous faut des cahiers précis, particuliers, nous on va écrire verticalement. Donc on va utiliser l'horizontalité telle qu'elle est. Déjà, la langue amazigh est faible sur le marché, on ne va pas se compliquer l'existence, encore. Donc le côté vertical, on l'a pour des raisons logistiques. Deuxièmement, pour des raisons pédagogiques, on va optimiser les habitudes scripturales des Marocains. Ils sont habitués à écrire soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. Donc on va retenir le côté horizontal, le plan horizontal. Maintenant, sur le plan horizontal, quelle est l'orientation qu'on va retenir? Gauche-droite ou droite-gauche? Parmi les orientations horizontales, donc l'orientation gauche-droite a la priorité. Pourquoi? Parce que depuis la réactivation de Tifina les années 60 par l'Académie Berbère, tous les usages nous donnent gauche-droite. On va me dire, oui, mais chez les Touaregs, ils écrivent. Ce n'est pas le contexte Touareg. Je traite le contexte marocain. Tout ce qui est écrit en Tifina, ce qui circule au Maroc, est écrit de gauche à droite. Jamais de droite à gauche. Donc, je vais utiliser cette orientation telle qu'elle a été par convention établie par le mouvement amazigh. Alors, il reste maintenant l'ordre alphabétique. Il n'y a pas d'ordre alphabétique dans l'histoire de Tifina. Ce qu'on a relevé, c'est une formule, relevée par Anoto, relevée par Foucault, chez les Touaregs, pour tester un enfant, est-ce qu'il a mémorisé toutes les lettres, on lui donne une formule. Une phrase complexe, en fait c'est un paragraphe. S'il arrive à écrire cette phrase, donc il a appris Tifina parce que cette phrase contient la totalité des symboles. Nous, on ne cherche pas la totalité des symboles, on cherche un ordre de A à Z. Comment on va faire? Donc historiquement, il n'y a pas d'ordre établi. Maintenant, on va essayer de partir des langues méditerranéennes, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, pour optimiser encore le savoir des élèves marocains, il y a des fragments qui se trouvent dans les alphabets qui circulent au Maroc. Les deux alphabets, trois avec l'alphabet hébraïque, mais l'alphabet hébraïque n'est pas enseigné à grande échelle, il est enseigné à l'université. Mais ce qu'on a, c'est le caractère latin, caractère arabe. Et on a des fragments, type, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant, quand il apprend l'arabe au départ, c'est Kaf, Lam, Mim, Nun. Il retrouve en français K, L, M, N, etc. Il commence par A, en français c'est A aussi, Alif. Il termine par Z en latin, il termine par Lia en arabe. Pourquoi? Parce que Z a été, c'est le Y. Parce que Z a été déplacé à côté de R. Parce que géométriquement, ils se ressemblent, etc. Donc on a pris cet ordre
méditerranéen et on l'a adapté à l'amazigh en optant pour l'abaghi, jusqu'à Z. Ça commence de A et ça se termine par Z avec des adaptations. Pourquoi? Par exemple, la labiovularisation G, G, donc il doit être suivi de B. G, K, il doit être suivi de Q. G, R, il doit être suivi de R, emphatique. G, Z, il doit être suivi de Z, parce qu'ils se ressemblent sur le plan sonore et sur le plan géométrique. Alors, ça c'est réglé. L'épellation des graphèmes. J'ai besoin quand j'enseigne, quand j'écris la lettre, par exemple, B, je peux le prononcer B. Et ça c'est connu en pédagogie, que j'enseigne les lettres françaises, les lettres latines, les lettres arabes ou les lettres. Mais je dois aussi nommer, c'est-à-dire en dehors de, je peux demander à un enfant, vous pouvez écrire M. هل تستطيع كتابة الميم؟ الميم, c'est un nom qu'on donne à un symbole, à une lettre. Donc en amazigh, il me faut des noms pour ces lettres. Donc on va chercher dans la littérature, tous ceux qui ont travaillé sur le Touareg, le Kifina, principalement Anatole et Foucault, ils ont relevé 3 épellations qui changent selon les traits. Et d'ailleurs, vous allez voir, par exemple, si je prends Z, Aza. Aza, c'est gardé par le mouvement amazigh jusqu'à maintenant. Quand on écrit ça, on dit Aza. Alors, nous, on a pris les 3. Z, Z. Yaz, Aza et Aza. Yab, Aba, Abba. Yag, Aga, Aga. On va comparer. On prend des enfants et on leur lit les appellations. Je commence par A, Yab, Yag, Yab, Yad, Yad, Ada, Aga, Agua. Qu'est-ce que les enfants préfèrent? Ils préfèrent la simplicité mélodique. Yab, Yam, Yaf, Yad, etc. C'est plus simple. Donc on a retenu cette appellation et on l'a généralisée, tout simplement. Et ça, donc, bien sûr, ça s'inscrit un peu à l'encontre dans une autre tendance, un autre choix qui est différent de celui du mouvement amazigh, qui prononce Aza. Mais le mouvement amazigh n'a pas normalisé Kifina. Nous, on pense à l'enfant au niveau de l'enseignement. Le mouvement amazigh n'a pris qu'un seul symbole. D'accord? Et quand on a testé cette appellation, cette épellation, au niveau de... C'est lourd pour l'enfant. Il préfère Yaz, Yam, Yab, Yab, etc. Parce que c'est simple, métriquement. Donc on a retenu ça et on l'a généralisé. Ça nous a donné Ya, Yab, 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 Yad, Yad, etc. Alors les signes de ponctuation, là on n'a pas à innover. Les signes de ponctuation retenus sont ceux des langues qui s'écrivent de gauche à droite. Parce qu'il y a une différence. L'arabe, par exemple, pour mettre la virgule va vers le haut. En français, elle va vers le bas. Pourquoi? Parce que l'orientation change. Nous, comme on a opté, suite au mouvement amazigh, pour l'orientation gauche-droite, on va garder la virgule dans le sens des langues qui s'écrivent de gauche à droite. Point d'interrogation. Il s'ouvre vers, à l'encontre du sens de l'écriture. En arabe, comme il s'écrit de droite à gauche, c'est l'autre sens. Donc nous, on a gardé les symboles tels qu'ils sont utilisés dans une langue comme le français, comme l'anglais, etc. Les chiffres. On a retenu les chiffres en usage au Maroc, de 0 jusqu'à 9 avec leur composé. Donc les lettres dits orientaux, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mais les signes logiques, c'est la même chose, partout. Les lettres, alors là, les lettres, parce que c'est obligatoire d'établir un tri, une norme de tri. Parce que les lettres partout peuvent servir pour ordonner. Par exemple, vous mettez des titres. Vous numérisez, vous numérotez des paragraphes. Vous pouvez utiliser 0, 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez utiliser les chiffres romains. Vous pouvez utiliser les lettres. En rapport avec la langue. Vous écrivez en français, vous pouvez utiliser A, B, C, dans l'ordre établi, et ça sert à numéroter. Donc Kifina, en respectant l'ordre établi, peut servir pour numéroter. C'est-à-dire qu'il fait partie des signes logiques. Alors, enfin, la graphie Kifina et les outils informatiques.
Une fois Tifinagh aménagé, on a été contacté par le ministère de l'Industrie, parce que c'est lui qui représente le Maroc auprès de l'ESO. Ils nous ont demandé un rapport pour l'homologation de Tifinagh. C'est-à-dire pour inscrire Tifinagh au plan multilingue de base de l'ESO international. Et faciliter son intégration par les entreprises de production de software. Ça a été fait par Toronto, l'Ontario au Canada, le 24 juin 2004. Alors pour votre information, le premier amendement est voté à l'unanimité. L'arabe, ça a duré longtemps, ça a pris 20 ans. Alors, nous, on a appris après, via un Belge qui vit au Canada, Patrick Andris, si vous saisissez son nom sur Internet, c'est lui qui est derrière tout ça, parce qu'on lui envoie les données et les retravaille. Il y avait des pays au départ qui voulaient voter contre. L'Arabie Saoudite, la Libye, etc. Mais je crois que l'intervention des États-Unis a fait que ils ont voté tous oui. Ça nous a surpris, mais c'est bien, tant mieux pour la Mazir. Alors, on nous a accordé 80 positions à coder. Et en codant, on nous a contactés, on nous a dit, alors pour l'Algérie, parce que quand l'ESO assure le codage d'une graphie, il ne l'assure pas pour un pays. Il l'assure pour la totalité des langues qui utilisent cette graphie. Par exemple, pour l'homologation du caractère arabe, ce n'est pas uniquement les Arabes. C'est les Iraniens, c'est d'autres langues qui utilisent. Le latin, ce n'est pas uniquement les Français. Il y a ce qu'on appelle le latin. Et d'ailleurs, ils ont changé latin 1, latin 2, etc. parce que ça s'est étendu. Il y a des amendements. Mais le latin, c'est la totalité des langues qui s'écrivent en latin. Il y a une centaine de symboles. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que quand vous mettez une norme de clavier, et vous mettez français, la norme de clavier, elle est en rapport avec la langue elle-même. Et parfois avec le pays lui-même. Si le Canada a dit, par exemple, parmi les différences, en français, le A majuscule perd ses accents. Si vous dites par exemple à la langue, à l'heure, A, accent. Vous mettez espace au début, le A se met en majuscule, il perd l'accent. Chez les Canadiens, non. Ah, les Canadiens, ils disent non, il faut que l'accent reste. Alors, cette différence, même par rapport au français, il est en rapport avec la langue et avec le pays. Donc, quand vous mettez l'extension langue FR, qu'est-ce que vous avez des caractères latins? Ce que le français utilise. Si vous mettez l'anglais, vous allez avoir les symboles spécifiques à l'anglais. Mais c'est toujours, pour l'ESO, c'est toujours le caractère latin. L'espagnol, vous aurez par exemple le N avec tilde, qui n'existe pas ailleurs. Donc, c'est le code langue. Donc, ils ont dit, s'il vous plaît, pour coder Tifinagh, il faut que les Algériens, les Tunisiens, là où il y a les Berbères, le Niger, le Mali, la Libye, etc. Les deux qui ont répondu, c'est les Nalco. Ils ont contacté les Nalco en fin de compte. C'est les Kabyles et notre ami Touareg qui est à l'Inalco. Arali. Donc on lui a demandé, est-ce que ces symboles proposés pour le Maroc répondent à ce que vous imaginez comme graphique Tifinagh chez vous. Il a ajouté certains symboles. L'autre groupe Kabyle a ajouté d'autres symboles. Ils ont pris le tout, ça a donné 55 symboles. Et ils ont codé ces 55, et comme on a eu le droit à 80 emplacements, ils ont meublé les 55, les 25 qui restent, c'est pour les amendements futurs. Si un jour Tifinagh est officiel quelque part dans un pays, où le Maroc a décidé d'ajouter d'autres symboles, il ne faut pas fermer. Sinon, ils seront obligés de créer Tifinagh 2. Et c'est coûteux. C'est coûteux pour les industriels. Parce qu'il faut changer complètement de programme. Donc, on nous a accordé 80 positions, je vais vous les montrer tout à l'heure, qui contient les Tifinagh Irkam de base, 33 caractères, les Tifinagh étendus, les 12 lettres ou les 12 caractères spécifiques comme Yé, etc., qu'on peut utiliser dans une pièce théâtrale, etc., et les Tifinagh proposés par
les Kabyles, les Touaregs, mais en fait, ils ont consulté quelques personnes, comme le cas, par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure, le que qui s'écrit différemment, te qui s'écrit différemment. Donc, il a la même valeur, c'est toujours que, écrit chez les Touaregs en 3 points. Parce que Arali a dit, bon, nous, les 3 points, c'est la base même. Les femmes n'utilisent que ça. Si on veut normaliser un jour Tifina, on ne va pas leur dire, vous changez d'habitude. Donc, il faut intégrer les 3 points. Le te, c'est 3 points, mais alignés, horizontalement. Le he, c'est 4 points alignés verticalement. Donc, il a fait des propositions pour l'instant. Mais comme il y a d'autres positions, d'autres emplacements vides, on peut augmenter le nombre. Mais il y a des symboles qui sont particuliers. Par exemple, le Dieu. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un sablier. Ça, c'est la proposition de l'Académie berbère qui a été reprise. Cette proposition a été reprise par Sam Cheki. Il dit, bon, le Dieu pour nous, si les Marocains ont décidé d'écrire le Dieu en 2 lettres, de et je, c'est leur problème. Mais nous, on a un symbole qui est intégré dans la tradition, il faut l'encoder. Donc, ils l'ont retenu. Le nye, chez les Touaregs, il a nye. Ça, c'est une influence africaine. Nye, mais il a un symbole particulier. Alors, et le Maroc a proposé, je peux prendre encore 2-3 minutes. Okay. Le Maroc a proposé pour compléter ça une norme de tri qui est valable pour le Maroc pour l'instant. C'est vrai, le tri est intégré, comme on va le voir tout à l'heure dans la norme internationale, mais quand je mets Maroc, Tifina, Maroc, je n'aurai que les symboles marocains. Donc il faut que le tri soit établi. Donc ça a été fait par le Maroc, bien sûr en respectant le tri de l'ESO. Je crois que c'est 14 904. Et une norme de clavier. Ça c'est national et ça a été proposé. Maintenant, brièvement, voilà ce qui a été codé à l'ESO international. Ça c'est le bloc Tifina, U plus 2. Voilà les 2, D, 30. 30 c'est quoi? C'est ce zéro-là. 31, 32. Il y a 16 œils, 16 glyphes par liste. Alors ça va de 2030 jusqu'à 203F, 2D40 jusqu'à 2DF, etc. Donc c'est ça le code Unicode. L'ISO c'est plutôt TFNG pour Tifina. Donc le symbole qui est utilisé à l'ISO c'est TFNG. Le code Unicode. Pardon? Non, ISO. International Standardization Organization, l'Organisation internationale de normalisation. Pourquoi il y a l'Unicode aussi? Parce que l'Organisation internationale de normalisation de standardisation, il s'intéresse à tout. Du plastique à n'importe quel. L'Unicode s'intéresse à la graphie. C'est le pendant industriel au niveau de l'écriture de l'ISO. Unicode. On n'appelle pas des normes ISO. Les normes ISO. Mais seulement ISO, il s'intéresse aux aéroports, aux écoles, je ne sais pas quoi, l'architecture, le plastique, l'industrie. Mais dans le domaine de l'écriture, c'est surtout l'Unicode qui s'occupe de ça avec l'ISO. Alors, maintenant, voilà les symboles utilisés. Ce que vous voyez là, par exemple, alors, je vous donne le détail, brièvement. Alors, ça va de 2D30, il y a A, il est unique. Donc, il est utilisé par tout le monde. B, Yab, ça c'est avril. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris le B, la rotation à 80 degrés, ça nous donne une barre oblique, mais ça ressemble à B. Il faut garder la barre horizontale. Et après, ça nous a donné un plus à l'intérieur. G, Yag, ça c'est un symbole spécifique, l'Académie berbère. Je sais que les Kabyles tiennent à ça. Pour nous, le Dieu n'a pas besoin d'un symbole. C'est une combinaison entre deux et je. Mais il y a ceux qui ont tenu à ça. Et ils ont ajouté aussi un autre Dieu, parce qu'il est attesté chez les Touaregs. D, avec rotation, ça nous donne D. Do, avec rotation, ça nous donne V.
etc., etc. Voilà. Par exemple, le que. Alors, le que proposé retenu par l'ERCAM, c'est ça, parce que c'est ce qui a été proposé par l'Académie berbère, mais les Touaregs tiennent à ces 3 points. Donc, Unicode l'a intégré. Il y a ce ch. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est le que avec rotation, pour représenter le ch. Echel, par exemple. Il a 3 représentations. Le E de l'ERCAM, le E de l'Académie berbère et le E Touareg. Voilà. Et il n'y a pas de confusion du tout. On va dire oui, c'est une. Mais c'est ça, c'est international. Ce qui est national, c'est la norme du clavier et du tri. Dès que je mets Maroc, je n'ai plus les symboles kabyles et les symboles Touareg. Je n'ai que les 33 symboles du Maroc de base et avec 12 symboles supplémentaires au niveau des caractères spéciaux. Donc on règle le problème parce que Tifina c'est un tout et la norme nationale trie ce qui est national. Deuxièmement, les eaux internationales, ils ne codent pas les sons. Ils ne codent pas les sons. Ils codent les lettres, les glyphes. C'est-à-dire, si vous dites en français, je vais écrire S à la fois comme ça et avec un T. Et ça existe. Attention, c'est un T. Sable, c'est un S. Il n'y a pas de différence. Mais Unicode, ce qu'il reconnaît, c'est que vous avez demandé un S comme ça, un symbole comme ça et un symbole comme ça. Vous le prononcez comme vous voulez. C'est votre affaire. C'est-à-dire que c'est la nation, l'État-nation qui propose, l'institution chargée de l'aménagement qui propose, Unicode, il encode, c'est tout. Et après, vous utilisez comme vous voulez. Est-ce qu'il y a univocité ou non, c'est votre problème. Donc, quand il y a 3 symboles pour E, pour Unicode, il n'y a aucun problème. Ce sont 3 glyphes qui peuvent se prononcer différemment, comme ils peuvent se prononcer de la même manière. Chaque pays doit gérer ses paradoxes. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a vu? Le contexte politique du choix de Tifina comme action politique, comme acte politique. Dans quelles conditions le Tifina a été proposé pour écrire officiellement Termessia? Et sur le plan technique, comment on aménage une graphie? Quelles sont les étapes à respecter? J'espère que j'ai répondu à quelques questions posées à l'avance et que j'ai soulevé, j'ai posé d'autres, j'ai soulevé d'autres. Merci.